journée de colloque organisée donc par notre association, la PPN, où je suis la présidente. Journée de colloque qu'on attendait impatiemment puisque reportée à plusieurs reprises à cause du Covid malheureusement, et donc on est bien heureux de pouvoir la mettre en place aujourd'hui. Une journée tournée autour du soin par hypnose. Pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on avait déjà fait une première journée il y a à peu près 10 ans déjà autour du soin par hypnose au CHU, pas dans CNPC, mais on avait fait une première approche et ça avait bien fonctionné. On avait eu beaucoup de questions, les gens étaient très intéressés, donc du coup, ça nous a amené à pouvoir envisager cette deuxième journée avec, ma foi, quand même beaucoup de répondants aujourd'hui. Alors cette journée va être quand même assez riche, puisque on accueille des intervenants qui vont essayer de faire des topos théoriques, mais aussi d'apporter un petit peu de leur propre expérience clinique pour qu'on puisse en échanger. Donc les topos dureront une demi-heure, 40 minutes, et il y aura une séance de questions après pour pouvoir échanger avec les intervenants. Aujourd'hui, on accueille notamment des gens qui travaillent sur le CHU, donc Claire Josse qui travaille à la consulte de la douleur, qui pratique l'hypnose maintenant depuis 10 ans, et que vous connaissez parce qu'elle intervient au DISPO. Cécile aussi, Crevetto, qui travaille en périnate ici, qui est PH en pédopsychiatrie. Sophie Cohen qui vient de l'extérieur et qui nous fait le plaisir de pouvoir modérer la matinée. Donc Sophie Cohen, psychologue, qui exerce en libéral et qui aussi intervient comme formatrice en hypnose, qui est l'ancienne rédactrice en chef de la revue Hypnose et Thérapie Bref, qui est encore maintenant très active dans cette revue et qui nous fera part de son expérience, en tout cas en tant que modératrice ce matin, et elle intervient cet après-midi. Aussi Monsieur Bensoussan, qui vient aussi de Lille, anesthésiste réanimateur, qui est hypnothérapeute, qui intervient aussi comme formateur dans le DU d'hypnose à Lille, comme Sophie Cohen, et donc qui interviendra sur la fin de matinée. Et puis Joannick, je ne vois pas où il est assis, Masson, qui est psychologue et qui interviendra aussi sur la fin de journée, avec lequel vous pourrez échanger. Donc je vais passer le micro à Claire pour sa présentation. Merci. Bonjour à tous. C'est une responsabilité importante que d'ouvrir cette journée, puis c'est aussi une grande fierté pour moi. Ce colloque, on l'attend depuis 3 ans, c'était prévu en 2020, et voilà, les événements sanitaires ont fait que 3 ans ont passé, mais finalement c'est bien parce que c'est 3 ans qui ont permis d'alimenter encore un peu plus mes formations et ma pratique. Et à travers ce topo qui m'est demandé, place de l'hypnose en consultation de la douleur, je me suis dit comment je vais construire ce topo. Hors de question de proposer un enseignement sur la douleur, un enseignement sur l'hypnose et le mariage des deux. Alors je me suis dit, ce colloque correspond à mes 10 ans de rencontre avec l'hypnose, et c'est à cela que je vais réfléchir d'une part, et c'est de cela que je vais parler. Et qui de plus apte à témoigner que les patients eux-mêmes, et donc je me suis proposé, et je vais vous proposer, si j'ai la chance que ça marche, des enregistrements, témoignages de certains patients dans les différents domaines d'application de ma pratique. Alors, en 10 ans, beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage. Je me suis formée dans un institut, mais je suis allée voir dans beaucoup d'autres instituts. Et voilà comment je peux vous raconter tout cela. Alors tout d'abord, la douleur. La douleur, c'est une expérience sensorielle, vous le savez tous, mais qui se situe exclusivement dans le registre du sensoriel désagréable. Et puis, cette douleur, elle peut être aiguë, nous demandant d'agir dans l'urgence,
ou s'installer dans une douleur plus syndromatique, chronique, où il va nous être, à nous thérapeutes, nécessaire de mettre en place un certain nombre de stratégies adaptatives, au même titre que les patients vont devoir mettre en place un certain nombre de stratégies adaptatives. Et puis, cette douleur, dans le monde de l'oncologie, qui est le mien depuis une dizaine d'années aussi, va prendre très souvent le masque cher à nos collègues britanniques de la douleur totale, multidimensionnelle, envahissante, avec ses représentations morbides. L'hypnose, alors l'hypnose, mot magique qui attire les foules, l'hypnose finalement c'est un phénomène totalement naturel que nous connaissons tous, qui nous est propre, c'est notre manière de s'évader, d'être un peu ailleurs tout en étant ici, à supposer que l'ici ne nous soit pas forcément très agréable ou ennuyeux. Eh bien, tout le monde a connu ces réunions qui durent et dont on s'échappe un peu pour préparer le repas du soir ou pour penser à ses vacances à venir. C'est l'hypnose, c'est le phénomène hypnotique qui, on le sait aujourd'hui, peuvent se reproduire plusieurs fois dans une même journée de façon tout à fait normale et naturelle. Sauf que en situation pathologique, en situation de stress, en situation de traumatisme et dans la douleur intense, cette capacité innée que nous avons à nous échapper s'échappe. Et on est tellement focalisé de manière tellement négative sur cette douleur, ce symptôme difficile, qu'il ne nous est plus possible d'ouvrir la porte d'autres aventures. Et c'est là que nous, thérapeutes, sommes dédiés, habilités, formés à aller prendre la main du patient pour l'emmener vers cet ailleurs. Voilà. Voilà posé les deux mots principaux de cette place de l'hypnose en consultation de la douleur. Alors la consultation de la douleur, que je pratique depuis près de 30 ans maintenant, c'est un lieu d'accueil avant tout, d'écoute, de mise en place de confiance entre le patient et le thérapeute. Et pour que tout cela se mette en place, il est indispensable que cette consultation soit suffisamment prolongée. La consultation de la douleur ne dure jamais moins de 45 minutes à 1 heure. Et on s'aperçoit, pour ceux qui connaissent un peu ces consultations, que c'est souvent à la fin qu'apparaissent des éléments essentiels, ou parfois même des patients qui vont dire ça va déjà mieux là maintenant que j'ai posé ce que j'avais à poser. C'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de reformulation, c'est un lieu où on va valider la souffrance du patient, on va la ratifier, on va faire des propositions thérapeutiques qui peuvent s'assimiler à des suggestions, et puis évidemment le patient sera suivi et on va essayer de le rendre le plus autonome possible dans ses prises de médicaments, dans son activité physique et dans sa pratique hypnotique. Vous voyez déjà quelques parallèles avec le savoir-faire en hypnose. Alors, je parle un peu de l'oncologie puisque c'est le domaine dans lequel je travaille. La douleur en oncologie est une douleur chargée d'angoisse, d'anxiété, de représentations négatives, de représentations morbides. Ces angoisses, elles sont liées à l'idée que l'on se fait de ce fameux cancer et de la mort qui peut survenir, et puis aussi des angoisses importantes liées à beaucoup d'examens complémentaires morphologiques ou de traitements, je pense en particulier à la radiothérapie, qui peuvent générer beaucoup d'anxiété préliminaire et pour lesquels on peut être aidant avec ces techniques hypnotiques. Nous allons en reparler. Et puis enfin, je vais vous parler de moi. J'aime bien parler de moi. Pour faire un peu le lien avec tout cela, moi je suis médecin de la douleur et je suis médecin de soins palliatifs. Et puis, quand j'ai commencé à travailler en soins palliatifs, je me suis aperçue qu'en oncologie, les patients qu'on confiait les patients aux équipes mobiles pour la prise en charge de la douleur, mais très tardivement dans leur parcours, et
et qu'en fait la douleur était présente parfois même dès le début de la maladie. Et donc il m'a semblé important, et en lien avec le patron à l'époque, de mettre en place une consultation dite avancée pour les patients douloureux. Elle s'est mise en place comme ça depuis 10 ans dans le service d'oncologie, et donc maintenant je ne suis plus que médecin douleur en oncologie médicale avec une consultation externe importante. J'ai rencontré tout à fait fortuitement l'hypnose il y a pile 10 ans, en 2013, d'abord à titre personnel, et puis ça m'a interpellée, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus, je me suis dit que ça pouvait être utile dans ma pratique, et puis je suis allée me former à l'Institut français d'hypnose à Paris, l'IFH, pendant 2 ans, et puis ensuite des formations, des stages et des congrès, et des rencontres importantes, parce qu'elles nourrissent aussi nos savoir-faire, nos apprentissages. Et puis je suis devenue également formatrice pour ce même institut, l'IFH, et depuis environ 3 ans, les formateurs de l'IFH viennent former des groupes de soignants ici au CHU d'Amiens, environ 3 groupes par an, et c'est une très bonne chose. Voilà, et donc voilà pour poser la place de l'hypnose en consultation de la douleur et ce que j'y fais. Et puis, je me suis dit, eh bien, les patients vont peut-être raconter en fait ce qu'il se passe. C'est le patient qui fait, c'est le patient qui sait. Même s'il ne sait pas qu'il sait, il sait. Et voilà, j'espère, voilà. Alors, je vais introduire un petit peu les patients. Madame, elle, c'est une patiente douloureuse chronique qui m'a été adressée par le Centre d'évaluation et de traitement de la douleur pour des céphalées chroniques quotidiennes dont elle souffre. C'est une femme qui a à peu près 65 ans et qui souffre depuis l'âge de 16 ans parce qu'elle a reçu une chaise sur la tête et que depuis ce choc, eh bien, elle a mal à la tête. C'est une dame qui, par ailleurs, est touchée par une maladie générale. Elle est suivie en médecine interne, qui rend nécessaire des examens réguliers. Elle vient souvent au CHU. Voilà, on est dans le cadre de la maladie chronique. Alors, là, je fais échappe. Ma douleur est moins présente en intensité, moins envahissante, moins préoccupante. Je me dis parfois, tiens, c'est bizarre, je ne pense pas que j'ai mal. J'ai perdu ce côté obsessionnel, je me sens apaisée. Voilà, un premier témoignage. C'est un petit peu bidouillé, hein, pardonnez-moi. Cette jeune personne a été opérée il y a 2 ou 3 ans d'un glio. Je vais l'éteindre. Ah, je savais que ça allait être compliqué. D'un glio, une tumeur cérébrale. Et depuis l'intervention, elle souffre de migraines sévères. Elle est jeune, elle a à peine 30 ans. Et elle est maman d'un jeune enfant d'une dizaine d'années qui est étiqueté Asperger et qui probablement est un enfant extrêmement angoissé, encore plus angoissé depuis la maladie de sa maman. Et cette maman étant beaucoup dans la plainte, dans le repli sur soi quand elle est victime de ces crises migraineuses, l'enfant devient de plus en plus agressif. Ça fait partie du bagage qu'elle amène à la consultation. Alors, l'hypnose a réellement changé mon quotidien. On m'avait découvert une tumeur cérébrale qu'on m'a retirée à l'aide de 2 interventions chirurgicales. Malheureusement, ces interventions ont laissé des séquelles, entre guillemets. Je souffrais de céphalées quotidiennes qui pouvaient aller de 5 à 8 sur 10. Aujourd'hui, grâce à l'hypnose, les céphalées n'ont pas disparu, ce n'est pas de la magie.
Et quand les douleurs apparaissent, les 3/4 du temps, je sais les contrôler et les faire disparaître dans les minutes qui suivent, sans prise de paracétamol ou autre. L'hypnose demande de ne plus se concentrer sur la douleur au quotidien, en ne remplissant plus de journal de la douleur, mais plutôt un journal de pensées positives, de se concentrer sur des nuages, des éoliennes, pour réaliser des mouvements oculaires qui apaisent l'attention. Fermer les yeux et repenser à la séance d'hypnose, au bien-être qu'on ressent, on est vraiment anesthésié entre guillemets à ce moment-là. On ne ressent plus ses membres, tout est endolori. Après la séance, il faut vraiment s'étirer comme si l'on sortait d'un sommeil profond. Je sais que ça m'ennuierait de louper une séance car ça me fait vraiment du bien de me retrouver dans cet état. Toutes mes tensions ont disparu après. Alors elle est amusante parce qu'elle emploie le mot endolori à la place du mot engourdi, vous avez compris. Et quand elle est venue me voir la première fois, le médecin de la douleur qui l'avait envoyée lui demandait, comme pour tous les patients migraineux, de tenir un carnet de ses crises migraineuses. Et donc, quand elle est venue à la consultation, elle me disait, cette semaine j'ai eu tant de crises, la semaine dernière j'ai eu tant de crises, la semaine d'avant j'ai eu tant de crises. Et donc, je lui ai demandé si elle accepterait pendant une semaine de laisser ce carnet de crises de côté, et puis de s'acheter un autre joli carnet, celui qu'elle a là, sur les genoux, pour noter toutes les autres situations agréables de ces semaines, de ces journées, mais qui ne soient pas des maux de tête. Alors, au début, elle hésitait parce qu'elle dit « je vais me faire discuter par le médecin de la douleur ». Donc, je lui ai proposé de lui en parler. Et puis, donc, du coup, elle a accepté. Et elle a acheté ce carnet. Et depuis, elle ne remplit plus son carnet de migraine parce qu'elle trouve que c'est beaucoup plus confortable de ne pas porter toute son attention sur ses maux de tête. Elle évoque aussi les mouvements oculaires et les éoliennes. Ce n'est pas du tout moi qui les lui ai proposés, c'est elle qui, en s'installant en auto-hypnose dans sa voiture, à la suite, parce qu'elle a vécu un deuil un peu difficile dans sa famille, le jour de l'enterrement, elle m'a raconté qu'en rentrant dans sa voiture, elle commençait à avoir mal à la tête parce que c'était une journée lourde, parce que c'était difficile pour elle, et donc elle a regardé les éoliennes et que ses yeux suivaient le mouvement des éoliennes et qu'elle avait calmé sa crise de migraine de cette façon-là. Et puis, je l'ai vue cette semaine et elle pratique beaucoup de l'auto-hypnose spontanément chez elle, dès qu'elle rencontre une difficulté ou qu'un mal de tête s'installe. Et elle me dit, j'ai dû passer mon IRM de contrôle, parce qu'il y a une petite lésion un peu indéterminée qui reste sur la zone chirurgicale qui l'inquiète. Et elle dit, j'étais très tendue pour aller passer mon IRM, et puis en plus j'avais une bronchite, j'avais peur de tousser dans la machine. Et elle me dit, je me suis donc concentrée sur ma respiration et je me suis endormie. Les radiologues ont dû la réveiller. Voilà, donc c'est un bel apprentissage. Nous sommes ici dans une situation un peu différente. Une jeune femme qui se voit découvrir à la faveur d'une mammographie systématique un carcinome mammaire. Elle est extrêmement angoissée par l'annonce de ce diagnostic et une de ses amies lui dit « Pourquoi tu n'irais pas faire de la relaxation? Va voir Madame Josse, elle fait d'hypnose. » Et donc elle m'appelle et on convient de se voir et on se voit depuis régulièrement. Donc voilà ce qu'elle nous dit. Au moment où il est possible de déposer mon fardeau bien lourd certains jours, dans mon parcours de soins, l'hypnothérapie m'apporte des moments où il est possible de déposer mon fardeau bien lourd certains jours. Je me souviens particulièrement d'une séance avec la montgolfière, séance qui m'a beaucoup aidée. L'hypnothérapie m'apporte un certain apaisement, une certaine légèreté sur un chemin chaotique et parsemé d'embûches. Elle me permet aussi d'acquérir des techniques, des outils pour
à la maison, réussir à prendre du recul, à retrouver un peu de sérénité. Merci pour votre silence, hein. C'est vraiment très agréable et très respectueux pour tous mes patients bienveillants. Alors, là j'ai pas d'image parce qu'il m'a envoyé le fichier sonore. Là nous sommes dans une situation d'anxiété liée aux soins. Alors, je fais très attention à ce que je dis parce qu'il est dans la salle, mon patient. C'est un sportif de haut niveau, professionnel, victime d'un carcinome ORL, pour lequel il était nécessaire de pratiquer des séances de radiothérapie, et les séances de radiothérapie sont extrêmement éprouvantes, puisqu'il faut être allongé, immobile sur une table, et la tête est fixée par un masque. Donc nous allons pratiquer une seule séance préparatoire à la mise en route de ces traitements. Les raisons qui m'ont amené à l'hypnothérapie sont liées au fait que je sois claustrophobe. En effet, le traitement de radiothérapie nécessitait le port d'un masque collé des épaules au visage et attaché fortement pour ne laisser aucun mouvement parasite lors du traitement. Seuls quelques petits trous me permettaient de respirer. Il fallait donc trouver une solution pour ne pas subir les séances, mais en être acteur. L'hypnothérapie a été un élément essentiel, et bien plus que ça, puisque maintenant je la dégage comme quelque chose de positif. Pour cela, elle doit être pratiquée au même titre qu'un entraînement sportif. C'est ce qu'on appelle la préparation invisible chez le sportif de haut niveau, à savoir bien dormir, bien manger et bien se soigner. On ne peut faire de l'hypnothérapie sans entraînement et sans méthode. Il est important de s'entraîner en dehors des séances de soins afin d'obtenir une chaîne de confort et de concentration optimale. Pour cela, vous devez y associer 3 éléments: la respiration, la concentration et l'imagerie positive. Pour dégager cette confiance en soi, il est très important de se présenter en avance et de commencer cette préparation en salle d'attente pour ne pas être dans un état de stress et d'anxiété. Lorsque l'on est dans cette salle d'attente, 15 minutes avant la séance, au début, il faut se mettre en état de respiration confortable, soit avec le nez ou la bouche, en fonction de ce que vous préférez. Puis, il faut ensuite regarder un point et se concentrer sur ces points en y associant une gestuelle. Les mains collées les unes contre les autres, les mains posées légèrement sur les genoux, à vous de voir en fonction de votre position et de votre confort. Puis, y associer une image positive, c'est-à-dire regarder une photo ou penser à des images de personnes que vous appréciez, que vous aimez, qui sont importantes pour vous, dans des lieux très agréables, type vacances. Ce sont elles qui vont vous mettre dans un état de détente, en zone de confort, et par expérience, pour l'avoir pratiqué, l'hypnothérapie en devient un rouage essentiel aux soins. Désormais, je la pratique régulièrement dans la gestion des émotions, quotidiennement ou si besoin. Vous entendez à quel point le patient sait, à quel point il s'approprie très rapidement des techniques qu'il connaît déjà et à quel point elles lui sont utiles. Et enfin, pour conclure, une patiente que j'ai connue au tout début de ma pratique, il y a 10 ans, dans le contexte de la découverte d'un cancer du sein qui l'effrayait, dans les suites d'annonces.
Et puis ensuite, à l'issue du traitement, je l'ai vu un peu moins. Et puis à la faveur d'épreuves personnelles dans sa vie, en particulier la maladie et puis la mort de sa mère, elle est revenue me voir. C'est une personne qui écrit beaucoup ses émotions et qui donc, quand je lui ai demandé si elle voulait bien témoigner de son expérience, m'a dit qu'elle allait écrire, et elle a écrit un poème. Voilà. Et c'est un poème qui synthétise peut-être ce questionnement de la place de l'hypnose en consultation de la douleur. L'hypnose. Hypnose, quand la vie n'est pas rose. Secouée par l'annonce de la maladie, avec la peur de perdre la vie. La crainte des examens, la peur de ce tunnel, m'angoissait à un point tel que l'hypnose fut un besoin réel. Une première séance en 2016, et ce sens... Non, on va recommencer. D'accord. L'hypnose. Hypnose, quand la vie n'est pas rose. Secouée par l'annonce de la maladie, avec la peur de perdre la vie. La crainte des examens, la peur de ce tunnel, m'angoissait à un point tel que l'hypnose fut un besoin réel. Une première séance en 2016, et ce sans que cela ne me déplaise, me permet de passer cet examen avec aise et m'évite le malaise. Les séances se succèdent, m'apportent cette aide, ce soutien insoupçonné face à tout ce que je peux livrer. Mes craintes, ma peur, ma tristesse, ma frayeur, la solitude comme accompagnateur face à cette maladie, la terreur. Un effondrement, des larmes, des pleurs, culpabilité de grande ampleur. L'hypnose apaise, l'hypnose soulage, l'hypnose diffuse, l'hypnose déconfuse. Après avoir dévoilé, déposé, pleuré tous mes ressentis, je m'installe dans ce beau fauteuil en cuir, où je vais écouter cette voix qui m'emmène dans un au-delà, qui est sans doute l'inconscient. Je me pose, me repose, ferme les yeux, entends cette voix qui me fait voyager dans des endroits beaux, calmes. Et là, mes pensées s'échappent pour m'évader, m'apaiser, travailler sur cette douleur, parfois physique, mais surtout psychique. L'hypnose, un remède sans médicament, juste prendre un moment pour s'arrêter un instant. Quand le corps me rappelle à l'ordre, quand l'esprit exprime son désordre, un rendez-vous avec l'hypnose s'impose, et bien sûr avec le docteur Joss. C'était pour la rime, m'a-t-elle dit. Voilà, alors que dire après tous ces témoignages? Je pense que, merci. Merci de les avoir écoutés, et puis merci de m'avoir écouté. Et merci pour cette journée. Moi j'ai trouvé, merci Claire, parce que j'ai trouvé tous ces témoignages tellement émouvants, tellement intéressants. C'est un peu comme si, en fait, les patients, tes patients, ont tout dit, nous ont donné des leçons de ce qu'est l'hypnose, de comment est-ce qu'ils utilisent l'hypnose. Alors, je pourrais reprendre celle que j'ai appelée Madame Poésie. Madame Poésie qui dit « ça m'apaise, ça me soulage, ça me déconfuse ». Et elle nous rappelle quelque chose de vraiment, pour moi, essentiel en hypnose, c'est le lien thérapeutique. Et elle te cite à la fin en disant un rendez-vous avec le docteur Joss. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour toutes ces personnes, je crois que l'apprentissage de l'hypnose et le chemin vers l'autonomie, c'est aussi le rappel du lien thérapeutique essentiel, puisque on a besoin de l'autre, des autres, et le lien avec toi, le lien dans cet espace tout à fait particulier où elle arrive à s'apaiser. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être... Oui,
Moi j'ai trouvé que c'était assez génial, c'est que quand on écoute tes patients, ils ont tous la voix très apaisée, donc on peut imaginer qu'ils repensent peut-être à toi en séance avec peut-être ta voix toi-même apaisée, parce que tous les enregistrements, ils ont tous parlé de façon très calme, comme on pourrait le faire en séance. Alors je continue en attendant que vous formuliez vos questions. Moi, ce qui m'a frappé chez Madame Poésie, qui avait peur de la mort au départ, et qu'à un moment, elle dit qu'elle accepte d'aller dans un au-delà. Ah, et l'au-delà hypnotique. Et donc, elle s'installe dans l'idée qu'il y a plusieurs au-delà. Il n'y a pas que l'au-delà de la mort. Et elle le dit très bien dans le C'est tout à fait juste. Merci de cette remarque, Henri. Le monsieur sportif, qui... je dis juste un tout petit mot. Monsieur sportif qui nous dit... pour moi, c'est vraiment un rouage essentiel aux soins et qui nous dit effectivement c'est le chemin vers l'autonomie, exactement comme il l'a fait avec le sport. Et bien là, il utilise exactement les mêmes choses et il va vers son autonomie. Et ça, c'est vraiment c'est chouette. Très souvent, dans les premiers temps de l'hypnose, j'enregistre mes séances de façon à accompagner les personnes et qu'elles se sentent vraiment accompagnées par cette voix qui est soignante, thérapeutique. Et puis, progressivement, ils me disent « mais j'ai plus besoin maintenant de vous écouter, je connais la séance par cœur ». Et c'est ce chemin vers l'autonomie dont il nous a parlé. J'ai une question, je la vois assez importante. Comment vous faites la différence? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre l'auto-hypnose et la méditation? Parce que si on superpose vos explications à ceux de Christophe André, waouh! Non, Ah bon? c'est une des références. On va dire que ça se recouvre presque à 99%, surtout dans la description du suivi avec les yeux des éoliennes, tout seul dans la voiture, dans la nature, en écoutant le vent, etc. Donc, comment faire la différence entre une auto-hypnose et une méditation? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je ne pratique pas la méditation. Je comprends vos interrogations, mais peut-être que M. Masson pourra nous éclairer davantage. Non? Et j'ai une autre question. On peut peut-être écouter. S'il veut bien, après, vous réfléchissez? D'accord, allez-y. Dites-moi. Est-ce qu'il existe, parce que les avis sont contradictoires, on parle bien de l'hypnose ericksonienne, est-ce qu'il existe une résistance à l'hypnose? Parce que j'ai écouté et lu des articles controversés. Et le dernier psychiatre que j'ai écouté, dont le nom m'échappe, j'ai la petite tête, il dit qu'on ne peut pas être résistant à l'hypnose, parce que si on est résistant à l'hypnose, on est résistant à l'apprentissage. Autrement dit, un enfant au CP, pour apprendre à lire et à écrire, il pourra être hypnotisé, sinon il ne pourra pas apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Alors, le but de mon intervention, je pense qu'il va y avoir des réponses à vos questions au fil de la journée. Le but de mon intervention, c'était justement de montrer... Moi, je suis médecin. Il y a des praticiens en hypnose qui sont psychologues, il y a des praticiens en hypnose qui sont infirmiers, d'autres soignants. Moi, je suis médecin, et j'en parlais tout à l'heure avec Sophie et avec Cécile. Les médecins, on a tendance à toujours vouloir tout décortiquer, tout comprendre, scientifiser, analyser et surtout diriger. Ce que j'ai essayé de montrer là, c'est que sur ces 10 années de mon propre apprentissage, de l'utilisation de l'hypnose, eh bien, quand le patient entre dans... Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais préparer? Mais maintenant, c'est absolument absurde, cette démarche-là,
C'est lui qui vient avec son savoir, avec son histoire, avec ce qu'il sait en fait. Mon patient sportif, cette dernière poétesse, et puis tous les autres ont utilisé leurs propres ressources. Donc je ne me suis jamais posé la question de la résistance ou de la non-résistance. Je peux vous raconter très brièvement une histoire que j'ai vécue cette semaine avec un patient qui m'a été envoyé par le centre antidouleur. Je l'ai vu 4 ou 5 fois. Ce patient a une sciatalgie rebelle suite à un traitement pour un carcinome de prostate avec des rayons, et puis il avait aussi une petite lésion osseuse qui a été cimentée. Et donc cette douleur est a priori une douleur séquelaire, mais qui l'enquiquine au plus haut point, parce qu'il ne peut pas rester assis longtemps, parce qu'il ne peut pas conduire, il ne peut pas aller en vacances. En revanche, il danse à la perfection, il va dans les balles avec sa femme, quand il va chez sa fille en voiture, fille qu'il adore, qu'il adule, il a pas mal, et elle habite loin, et voilà. Donc il y a quand même un truc qui se passe. Mais pour l'instant, il est envahi, ma douleur elle est toujours là. Quand il vient me voir en consulte, il reste debout, jamais il s'assoit. C'est pas simple, hein. Donc j'ai fait des séances debout, comme tu m'as appris, j'ai fait des pas de séance, j'ai fait de longues séances de conversation. Et puis le jour où j'ai déménagé pour retrouver mon beau fauteuil de cuir que les psys m'avaient offert très gentiment il y a une dizaine d'années, et qu'il a pu s'allonger, on a fait une seule séance d'hypnose formelle, ou je ne sais plus ce qui s'est passé, enfin une seule séance d'hypnose formelle. Et puis je l'ai revu, en même temps j'avais essayé d'ajuster bêtement son traitement médicamenteux, et il est venu me voir cette semaine. Et il avait rendez-vous. Et il est venu me voir, et il m'a dit, je suis venu vous voir parce que c'était important pour moi de vous dire que ça y est, je sais, j'ai compris, ma douleur est toujours là, je fais avec, je la mets de côté, quand je bricole j'ai pas mal, quand je conduis je parviens à ne pas avoir mal, ou sinon je fais le trajet en 2 temps, mais maintenant il la met de côté et il fait ce qu'il a à faire avec le plaisir qu'il y trouve. J'aurais pu penser que ce patient-là était résistant au départ. Et finalement, c'est lui qui a trouvé, c'est lui qui fait. Donc voilà ce que je peux vous dire, et je pense qu'il y aura un éclairage à travers tous les témoignages de la journée. Merci. À vos questions. Non, je disais juste qu'il y aurait 20% de résistance selon les études, j'en ai vu quelques-unes. Il y aurait 80%. Catherine Richer, donc je suis cadre de santé infirmière. Et en fait, il y aurait 20% de résistance et 80% de personnes. Oui, alors oui. Bon, selon les études, j'en ai lu plusieurs, c'est ce que j'avais mis dans mon poster scientifique à l'époque. Voilà, c'est. Je crois sincèrement, alors hypnose, pas hypnose, accompagnement. Je crois vraiment que on est tous capables d'arriver à un carrefour en voiture en se disant, je suis déjà là, il s'est passé quelque chose, tout le monde. Alors, après, est-ce que finalement, on peut partir, puisqu'on reste dans le domaine de la douleur amène des bénéfices secondaires, hein, donc il n'y a peut-être pas besoin d'hypnose à ce moment-là, c'est peut-être autre chose qu'une raison, je ne sais pas, hein, mais voilà. Je vous livre mes expériences réussies, bénéfiques pour moi aussi. Petite question sur les maladies neurodégénératives. Est-ce que vous avez déjà eu des patients qui souffrent? Les maladies neurodégénératives, non. Ah oui, je pense qu'on peut accompagner tout le monde. Je crois, oui. Après, c'est peut-être très présomptueux de ma part, mais je pense qu'à tout moment, qu'il s'agisse d'hypnose en situation d'urgence, où là on doit être très dirigiste, très dirigiste. Là, on ne laisse pas, on rejoint le patient dans sa situation traumatique, la douleur, le trauma, et là, on pratique une hypnose cognitive, comme dit Yvan Lefond. Hein. Mais en matière d'accompagnement, ce qu'on appelle la thérapie thérapeutique d'accompagnement, qu'il s'agisse d'un malade en fin de vie, par exemple, ou d'un malade porteur d'une maladie neuro. J'ai eu l'occasion de rencontrer, par exemple, une jeune femme porteuse d'une sclérose en plaques, qui était confinée dans un fauteuil roulant, avec des douleurs importantes des membres inférieurs, liées à la fois à la position assise permanente et puis à la maladie elle-même. Elle était footballeuse à l'époque où
où elle pouvait encore courir, eh ben, on a joué au foot pendant les séances et elle a appris à... Alors, cette autocapacité s'épuise et il est nécessaire parfois de revoir les gens, mais en tout cas, sur le moment et dans les apprentissages, il se passe quelque chose de bénéfique. Mais je ne peux trouver de... Enfin, je crois vraiment pouvoir dire aujourd'hui que alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Il y a des fois où je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait là, ça sert à rien. Et je pense qu'il ne faut même pas s'interroger. Prendre ce qui se passe là, voir ce que le patient en fait, et puis le réutiliser ou pas à un autre moment, parce qu'après on fait autre chose, et on s'aperçoit avec surprise qu'il se passe des choses très bénéfiques pour eux. Voilà, juste peut-être pour répondre à ces interrogations que j'ai entendues et peut-être compléter, dire que finalement l'hypnose c'est un état naturel, comme tu nous l'as dit Claire, dans lequel on est plusieurs fois par jour. Cet état naturel peut être un état, comme disait François Roustan, d'ouverture, et donc là c'est vers ça qu'on accompagne nos patients, c'est-à-dire à réouvrir leur sens, à réouvrir leur perception. Il parlait à l'époque de perceptude, et c'est vers ça qu'on accompagne lorsqu'on accompagne quelqu'un dans une situation agréable, ou par exemple cette patiente dont tu parles Claire, qui joue au football, ou ce monsieur qui est un sportif de haut niveau, etc. Et il y a un autre état, qui est aussi un état d'hypnose, qui est un état de figement et de focalisation négative. Et là, on est dans l'anxiété. Et on sait tous ce que l'anxiété provoque, l'anxiété et la douleur, c'est-à-dire une focalisation, un figement, et là, quelque chose s'arrête, quelque chose se crispe. Et c'est peut-être là où on rencontre des personnes qui sont peut-être résistantes à l'hypnose et qui présentent des résistances. Toute la difficulté d'une personne, porteuse de douleurs chroniques ou porteuse de pathologie, c'est est-ce que je vais faire confiance à la personne que je vais voir? Et c'est tout ça l'importance du lien thérapeutique finalement. Finalement, le lien thérapeutique, quelles que soient les techniques que nous employons, parce que finalement l'hypnose, ce sont des outils. Voilà. Donc j'aime pas parler d'hypnothérapeute, je préfère parler de professionnels de santé qui utilisent des outils et qui peuvent être diverses et variées, et bien dont l'hypnose et les thérapies brèves. Et je peux effectivement utiliser cette hypnose pour accompagner cette personne vers cette réouverture. Là où il y avait figement, là où il y avait fixation. Et la difficulté pour nous, praticiens, c'est de savoir comment activer les ressources, par quel biais je vais accompagner cette personne. Et quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative, il y a probablement toujours une façon de l'accompagner. Quelqu'un qui a peut-être des capacités amoindries, il y a toujours une façon de et peut-être que nous, on n'est pas le bon opérateur. Peut-être que moi, je ne suis pas la bonne personne, que je ne vais pas réussir à trouver. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, donc je ne parlerai pas de résistance, hein. Les échelles à l'époque qui ont été faites, c'était, voilà, ce sont des vieilles échelles, etc. Je parlerai plutôt de capacité que nous, on a d'accompagner. Et la deuxième chose importante, me semble-t-il, c'est la motivation. C'est-à-dire que si on a un patient qui n'est pas motivé au changement, ben, je pense qu'il ne changera pas effectivement pour diverses raisons. Je me souviens, j'ai accompagné des personnes porteuses de douleurs chroniques dans le cadre de réseaux, et il y avait des personnes qui étaient en incapacité, etc. Donc, vous pouvez dire, bah, ce sont des personnes qui ont des bénéfices secondaires à leur douleur et qui ne vont jamais sortir de leur douleur. Et en réalité, les personnes sont sorties de cet état de figement et douloureux. On n'a pas besoin de le crier sur les toits, on n'a pas besoin de le savoir. L'important, c'est que la personne reprenne et se remette en mouvement. J'ai beaucoup aimé l'histoire des éoliennes, où effectivement, elle sait regarder et se remettre en mouvement. Je pense que nos accompagnements, c'est peut-être de la mise en mouvement. Voilà ce que je pourrais dire pour compléter.